Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, rien sûr. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Avec Félix Spanghero, on va vous parler de cet été. Et oui, pas de nos vacances prévues, même si j'ai très envie de savoir où Félix Spanghero va passer ses vacances cet été. En tout cas, on va les passer sur Sud Radio avec le championnat des nations. Est-ce que ce sera la future compétition majeure? Parce que cette nouvelle compétition qui aura lieu tous les 2 ans va être donc intercalée à 1 an de la Coupe du Monde. Et ce championnat des nations a-t-il le potentiel pour devenir un grand rendez-vous du calendrier international? C'est la question qu'on se pose. Premièrement, Philippe, comment est né le championnat des nations? Il répond à quelle problématique? Elle répond à 2 problématiques majeures. La première problématique, c'est de renforcer l'attrait sportif des tournées d'été et des tournées d'automne parce qu'on sait qu'elles posent questions et qu'elles amènent des débats régulièrement, notamment quand les nations du Nord vont dans le Sud avec des équipes un peu remaniées. On avait eu le débat des Blacks qui s'étaient plaints que l'équipe de France puisse venir sans Antoine Dupont, sans des joueurs cadres et qui du coup dégradaient le produit et les recettes potentielles pour la fédération qui accueillait. C'est le cas aussi régulièrement quand les nations du Sud viennent dans le Nord à leur tour en novembre. On se pose la question vraiment régulièrement de l'intérêt sportif de ces fenêtres internationales. Là, on va avoir un intérêt sportif forcément très renforcé, puisqu'en fait, ce qui est quand même intéressant dans cette compétition, c'est qu'on ne change rien au format qui existait sur les fenêtres de juillet et de novembre. On rajoute juste une dernière semaine, 3 jours de finale où, en fonction du classement des 2 poules, vont s'affronter les 3e, les seconds et les premiers. Donc, on répond à une équation sportive et surtout aussi économique parce qu'on va permettre à des fédérations qui sont vraiment en difficulté d'aller chercher de l'oxygène avec de nouvelles sources de revenus et à celles qui sont un peu moins en difficulté de pouvoir pérenniser un peu leurs finances avec une compétition qui, je crois, on y reviendra tout à l'heure, a un potentiel financier qui est quand même assez important. Justement, la temporalité tous les 2 ans et cette récurrence-là, comment tu l'analyses, toi, Philippe? C'est le sujet qui me préoccupe en réalité, parce que ce soit aussi régulier, ça peut enlever le côté exceptionnel. Et à la fois, il y a quand même un petit risque pour le rugby, c'est qu'on va voir les 12 meilleures nations du monde s'affronter tous les 2 ans. Si cette compétition est un vrai succès, ça peut quand même être un facteur de cannibalisation de nos Coupes du Monde, je le crois. Donc, c'est mon point d'interrogation. Tous les 2 ans, ça me paraît beaucoup. Mais c'est difficile de jongler avec le calendrier international pour pas être en frontal bien sûr avec les Coupes du Monde, mais pour pas être en frontal non plus avec les Lions britanniques. Donc il faut trouver la bonne temporalité. Il y a ce test qui a été fait. Tous les 2 ans, ça me paraît un peu trop régulier. Si en effet l'ambition qui est portée par cette compétition est au rendez-vous et qu'on en fait une compétition majeure du calendrier international, mais je demande à voir. Et justement, alors, les objectifs sportifs et financiers, est-ce qu'ils sont déjà chiffrés et sur quel terrain? Quand je parle de terrain, ça peut être sportif, mais pas seulement. Terrain d'objectifs financiers. Cette compétition va se porter. Alors aujourd'hui, je sais du côté de la Fédération française de rugby que on est un peu méfiant ou précautionneux avec les attentes. Qu'on est raisonnable par rapport aux rentrées financières de cette première édition. Mais il y a quand même de l'ambition à terme parce que vous avez 2 sources de revenus qui vont rentrer en ligne de compte. D'abord, il faut comprendre que cette nouvelle compétition, elle va être portée par une société commerciale qui va être portée elle-même en répartie entre la société commerciale Destination, qui existe déjà, qui est quand même celle-ci une machine à cash, et on en a parlé souvent puisque c'est cette société qui a été rachetée partiellement par le fonds d'investissement CVC pendant le Covid, et par la Sanzar, qui est la société commerciale qui réunit les fédérations de l'hémisphère sud. Donc vous avez quand même les 2 acteurs économiques les plus puissants du monde du rugby qui s'associent pour créer une compétition et pour s'en partager les revenus. Donc vous avez des revenus qui vont arriver dans cette société qui va être créée, qui sont des revenus de droits TV, qui vont être des revenus forcément plus importants que ceux qui existaient aujourd'hui, puisqu'il y a un attrait sportif qui est plus le même. Et vous avez surtout dans la besace, dans les produits à vendre,
ces 3 jours de finale, alors qui pour cette première année seront à Twickenham, mais qui promettent quand même un beau spectacle et qui vont renforcer l'attractivité du produit. Vous avez bien sûr des recettes de sponsors et des recettes de billetterie et de relations publiques, parce que ces recettes des finales vont rentrer dans l'escarcelle de cette société et les revenus et les bénéfices vont être redistribués à parts égales à la Société commerciale Destination et à la Sansar. Donc vous avez des revenus qui vont arriver par ce biais-là. Oui, Alex? Ah non, vas-y, continue. Et ensuite, vous avez des revenus directs, parce qu'on en parle assez souvent, mais le rugby français vit en grande partie par ses sponsors et par ses partenaires et ses revenus jour de match. Et donc, en renforçant aussi l'attractivité sportive de ces affiches de novembre, ça permet de renforcer encore le produit, les enjeux de billetterie, de relations publiques et des sponsors qui vont avoir envie de s'associer à l'équipe de France peut-être encore davantage sur son maillot, puisqu'on a parlé de CMA, CGM, mais il y a d'autres enjeux de partenaires majeurs, parce que vous savez que vous rajoutez une date avec une exposition médiatique quand même très forte, avec une promesse mondiale d'exposition médiatique, avec ces fameuses finales qui auront lieu pour la première édition à Twickenham. Et je crois très fortement, et ça on en reparlera dans quelques années, que un des axes financiers majeurs de cette compétition, ça va être des nouveaux territoires. Et je pense aux Émirats Arabes Unis, je pense à l'Asie, parce que en fait, je pense que ça va être des. Tu veux dire pour accueillir les finales, par exemple, pour accueillir les finales. Pour accueillir les finales, je pense que il n'est pas exclu de voir la prochaine édition ou celle d'après les finales se jouer aux Émirats Arabes ou en Asie, qui seront prêts à payer, je pense, des sommes très conséquentes, qui resteront raisonnables finalement comme enjeu de soft power pour elle et de prise de température avec ce sport qui est le rugby. Donc voilà ce à quoi je crois. Intéressant ce que tu dis. Peut-être. Non, mais c'est très intéressant. Tu parles du Qatar et des Émirats. J'allais te poser la question, qui sont les grands partenaires derrière? Parce qu'on a des grands partenaires dans le rugby depuis des dizaines d'années. On pense notamment à HSBC, qu'on peut parfaitement nommer parce que c'est un grand partenaire du rugby à 7 par exemple, mais pas seulement. Il y a des grands partenaires. Altrad est Emirates. Un grand partenaire. Emirates est un grand partenaire. Qui sont les grands partenaires derrière ce championnat des nations? Alors c'est assez difficile à savoir, parce que on a tardé quand même commercialement à se mettre en route, je trouve, dans cette nouvelle organisation. Parce que tu vas sur le site, il n'y a rien n'est annoncé. Rien. Et j'ai pas réussi à savoir encore qui étaient les partenaires qui avaient signé. Je trouve qu'on est quand même très en retard. Il y aura forcément des partenaires présents sur les finales à Twickenham, mais on est quand même forcément en retard, puisque la compétition démarre officiellement le 4 juillet, et le fait qu'il n'y ait pas d'annonce majeure, ça signifie qu'il n'y a pas de partenaire majeur qui a voulu communiquer sur cet engagement. On sait qu'il y a Qatar Airways qui tourne un peu autour du truc, notamment aussi qui a tourné autour de la Champions Cup, plus en plus proche du rugby, on le sent, Qatar Airways notamment. Oui, parce que il y a des enjeux aussi forcément avec le fonds souverain du Qatar et toute une vision d'enjeux de soft power dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, pour moi, pour le rugby mondial, c'est la meilleure solution pour amener des grands rendez-vous du monde du rugby sans prendre trop de risques. Parce que aller faire une Coupe du Monde aux Émirats Arabes Unis, de même pour le rugby, c'est un peu risqué, parce que par rapport à la façon dont les supporters consomment les événements et le rugby, ça paraît quand même un peu dangereux par rapport à l'utilisation de l'alcool, à la façon dont on fait la fête, etc. Il y a quand même du risque par rapport à ça. Là, si vous dites que sur 3 jours, vous organisez 3 jours d'événements rugbystiques autour des finales de cette compétition, c'est beaucoup moins risqué. Vous allez moins braquer les supporters. C'est un one-shot, vous allez aussi attirer un nouveau public. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que c'est une possibilité d'aller capter des revenus qu'on a peu d'espoir d'aller chercher sur les formats existants aujourd'hui. Donc je demande d'avoir en tous les cas, si on arrive déjà, on connaît les contraintes très importantes de discussion pour ouvrir des nouvelles dates dans le calendrier. Là, on a réussi à mettre tout le monde autour de la table. On a réussi à créer une compétition de toutes pièces qui se veut être quasiment pendant des Coupes du Monde à intervalles tous les 2 ans, juste en rajoutant un seul week-end de match.
je trouve que c'est quand même une prouesse quelque part. Si en plus ça génère des revenus significatifs qui servent le développement des fédérations. Donc voilà, je suis plutôt moi enthousiaste. La seule interrogation, comme je le disais, c'est que en ayant les yeux un peu plus gros que le ventre et en voulant faire de cette compétition ce qu'elle peut être, c'est-à-dire vraiment un show en entertainment hyper intéressant, ça peut venir cannibaliser nos Coupes du Monde. Oui, parce que alors moi je trouve qu'il y a un intérêt sportif, Philippe, c'est que t'as quand même 12 nations, 2 poules de 6, un véritable galop d'essai au final à un an de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas ça l'enjeu, de faire une sorte d'état des lieux parce que quand on parle de 12 équipes, dans ces 12 équipes-là, on va dire qu'il y a les candidats sérieux pour une victoire en Coupe du Monde, et pas tous. Il y a tous les candidats, honnêtement, et c'est malheureusement et un peu plus ce qui handicape aujourd'hui et un peu plus ce qui handicape le développement de notre sport, c'est que en termes d'incertitude, vous savez avant de commencer une Coupe du Monde que vous avez 4-5 candidats maximum, et donc forcément vous les retrouverez tous ces 2 ans dans cette compétition. À partir de 2030, c'est quand même important de préciser que on va s'orienter potentiellement vers un fonctionnement de montée et descente qui sera quand même très compliqué pour les équipes du tiers 2 qui vont avoir l'ambition de monter, parce que il faudra avoir gagné la compétition du tiers 2 et ensuite jouer un match de barrage, une espèce d'access match. C'est a priori ce qui se dessine sur le format de ce qu'on connaît en top 14 et en Pro D2 contre le dernier de la première division. Et ça à partir de 2030. Donc la possibilité de voir des nations du tiers 2 intégrer cette compétition, elle est quand même extrêmement faible. Oui, parce que là, je rappelle, il y a l'Argentine, l'Australie, l'Angleterre, les Fidji, la France, l'Irlande, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Écosse, l'Afrique du Sud et le Pays de Galles. Philippe Spanghero, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'en faire un championnat une compétition de seconde zone où les staffs brouillent des pistes, testent des jeunes, en fait, comme on voit lors de toutes les tournées d'été depuis 10 ans maintenant? Alors, j'ai envie de te dire que malheureusement, c'est aussi l'économie qui va une fois de plus guider les décisions, parce que si ça devient un vrai produit et qu'il y a des perspectives de revenus qui sont significatives pour les fédérations, mais que l'enjeu c'est de la jouer à fond et que tout le monde s'entende pour la jouer à fond, ben forcément on demandera au staff sportif de la jouer à fond sans calcul. Parce que quelque part, à 2 ans d'une Coupe du Monde, c'est proche et c'est loin à la fois. Donc brouiller les pistes, j'y crois moyennement. Si demain vous avez les Émirats Arabes Unis qui proposent 10 ou 15 millions pour accueillir sur 3 jours les finales dans 2 ans, et que cette compétition prend en termes de sponsoring et de droits télé, et que ça ruisselle quand même sur les fédérations qui y participent, vous allez quand même avoir une forme de pression sportive associée à ça. Et en plus, l'avantage, c'est que on le sait, on va avoir des matchs, et notamment sur la phase finale, on va avoir des matchs de très haut niveau, avec de très grandes nations qui vont s'affronter. Et donc ça, c'est quand même intéressant, même si il y a toujours ce risque que ce championnat des nations soit rapidement anonymisé, comme l'a été la Ligue des Nations au sein du football. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Alors, juste pour terminer, pour rebondir. La comparaison avec le foot, elle me paraît un peu moins évidente, parce que il y a une multiplicité quand même dans le foot de compétitions qui pèsent très lourd et qui ont un impact marketing très fort. La Ligue des Champions a un poids colossal. La Coupe d'Europe de foot est d'un tel niveau que c'est quasiment équivalent à une Coupe du Monde. Donc il y a quand même beaucoup de compétitions qui font qu'en créer une nouvelle, c'est difficile, parce que trouver une place et une légitimité sportive au milieu de toutes ces compétitions qui en ont, c'est pas évident. Nous, dans le rugby, c'est beaucoup moins le cas quand même, parce que en dehors des Coupes du Monde et du tournoi des 6 nations et bien sûr du Four Nations, mais qui ont pas du tout la même temporalité, qui dans l'inconscient collectif ont pas le même impact peut-être, vous avez rien. Rien du tout. Donc, on n'a rien du tout. Donc, il y a Pacific Nations Cup, mais qui est quand même d'un ordre différent. Voilà, on va le dire ainsi. Non, mais qui a aucun impact à l'échelle mondiale.
Exactement. Non, mais tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Et en tout cas, ce sera un championnat qu'on suivra avec beaucoup d'attention durant cet été et l'automne prochain. J'ai l'impression bien que les évidemment. fédérations aujourd'hui ont quand même envie de la jouer à fond et ils voient une vraie perspective de développement, justement de réponse à ces questions sportives sur ces 2 fenêtres internationales qui sont toujours complexes, et à la fois une possibilité de nouveaux revenus qu'on n'avait pas forcément identifiés il y a encore quelques années. Dans un instant, retour au top 14 avec Abder Agueb, l'ancien joueur de la section paloise, à 24 heures du coup d'envoi de ce barrage entre la section paloise et le Racing 92. Soyez au cœur de la mêlée avec nous dans un instant.